Salut à tous, merci d'être avec nous, merci de nous suivre. Je suis pas tout seul aujourd'hui dans le studio, je suis avec Zach Nani. Salut Zach. Salut, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver ici. Et comme je le disais en off juste avant, très joli studio, vraiment sympathique, je suis content d'être là. On a un peu notre logo qui galère là-bas derrière, mais le logo, mais ça va, et puis non, c'est bien pensé, c'est cosy, on se sent bien ici. Comment ça va? Tu vas bien? Très très bien, j'ai la forme. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Zach, ou peu, hein, t'es streamer, créateur de contenu, Exact. avec 500 000 abonnés sur Twitch, Exact. 700 000 et quelques sur YouTube. Ouais, c'est ça. C'est énorme, énorme. Ouais, c'est bien, chiffres, hein, je suis content. Ouais. Tu fais du gaming, des interviews aussi beaucoup. C'est ça. Toi qui as l'habitude de faire des interviews, ça fait pas chelou d'être interviewé un peu? Non, du coup, je connais l'exercice et je sais ce qu'un intervieweur aime bien avoir, du coup, vu que j'ai eu la chance d'en mener beaucoup. Donc, non, c'est un exercice qui me plaît bien, il n'y a pas de problème. On voulait parler un peu de ton parcours avec toi, mais juste avant, tu commentes les JO en ce moment pour France Télé, sur la chaîne France TV Paris 2024. Exact. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais sur cette chaîne? Bien On sûr. te voit dans le hall de France Télé. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour être plus précis, je dirais pas que je commente, je dirais que je présente. Ouais, c'est vrai, tu présentes. Parce qu'en fait, pour commenter, ça voudrait dire que j'ai une expertise sur l'ensemble des sports qui sont présentés. Et ce serait mentir aux gens en leur disant que j'ai autant de connaissances en football qu'en basket 3-3 ou en escalade ou autre. Ce n'est absolument pas le cas. Par contre, pour présenter, animer, discuter justement avec la Fazzo, le chat, etc., ça, c'est quelque chose que je sais faire. Et je suis très content. C'était une très belle opportunité. Et franchement, j'ai pris mes aises. Là, je suis bien. Ah, je suis content. Ah, je kiffe. Je suis content. Ah, bon, je suis très content de le faire, franchement. Déjà parce que je suis un grand fan des JO. Ouais. France TV, c'est quelque chose que j'ai suivi comme beaucoup depuis que je suis jeune. D'abord avec Roland Garros quand j'étais gamin, le Tour de France, les JO déjà. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Et in fine, si on m'avait dit en 2004, à 9 ans, pour ma première Olympiade que j'ai de souvenir, que 20 ans plus tard, j'aurais la chance d'y participer, bah, j'y aurais pas cru. C'est qui pour toi l'athlète révélation? Alors pour moi, je vais pas dire Léon Marchand parce que franchement, je le suivais déjà un petit peu avant. J'avais déjà entendu parler de lui et même au-delà de ça, j'avais même déjà échangé avec lui. Donc moi, niveau révélation, pour être honnête avec toi, certains diraient les Lebrun, mais pareil, les Lebrun, j'ai déjà échangé avec eux. Donc en fait, je peux pas... Tu les connais tous, tu les... Non, non. Oui, non, tu avais déjà capté Voilà. qui... Ouais. J'ai pour moi une révélation parce que c'est un sport que je suis moins et pour le coup, j'ai pas échangé avec la personne. Joanne Benjamin Gaba. Okay. Judo, ouais. Parce que forcément au judo c'était Diriner qui va prendre l'essentiel de l'image pour des raisons évidentes, mais Joanne Benjamin Gaba, que ce soit dans la médaille d'argent qu'il va chercher en battant quasiment que des favoris, des gens qui étaient favoris face à lui, et qui perd à la toute fin dans un scénario très serré, ou alors dans la médaille d'or du coup par équipe, où la remontée passe par lui, légendaire de A à Z. Donc franchement, ouais, Joanne Benjamin Gaba. C'est quoi peut-être ta déception? Franchement, actuellement, dans la déception par rapport notamment à ce qu'on m'avait dit niveau chance de médaille, etc., le basket féminin 3-3, elles ont malheureusement pas fait un tournoi aux attentes. Paradoxalement, du coup, du côté des baskets 3-3, les hommes qui, eux, on m'a dit, ils sont là pour faire de la figuration, qui ont réussi à battre la Serbie en quart de finale, qui était championne du monde en titre, donc c'est quand même solide. Mais c'est vrai qu'on m'avait dit que justement en 3-3, elles étaient censées avoir quand même de belles chances. Et c'est vrai que malheureusement, tu sens qu'elles ont eu énormément de pression, notamment liée au fait que c'est sur place et tout ça. Et en ayant vu les matchs, ça a pesé et ça se voit. Je leur souhaite de revenir bien évidemment très fort. Et pas que moi, personnellement, j'avais des attentes, parce qu'encore une fois, j'avais pas spécialement de suivi de cette discipline-là, mais en ayant préparé du coup en amont, en ayant regardé les résultats précédents, quelles sont les chances de médaille, elles étaient quand même censées avoir une possibilité sérieuse. Et malheureusement, ça s'est arrêté en poule, sachant qu'il y avait 6 équipes sur 8 qui étaient qualifiées. C'est quand même une certaine déception. Mais je leur souhaite de revenir. C'est quoi pour toi le moment fort de ces JO? C'est quoi le moment où tu as été peut-être un peu ému, ou le truc que tu as vu, tu t'es dit, ah, c'est touchant. Est-ce que il y a un moment où tu as été touché par... Moi, émotionnellement, le moment qui m'a le plus saisi, hors sport déjà, franchement, c'est Céline Dion. Voilà. Je suis désolé. Ah non, mais incroyable. Je suis sérieux. Incroyable. Genre, je pourrais en parler 3 heures. Genre, voilà, déjà, pour commencer, franchement, c'est exceptionnel. On passe souvent des bandes annonces et c'est souvent justement c'est le moment là et donc c'est toujours un plaisir. Ton petit kiff personnel quoi. Sportivement parlant, le triplé en BMX, ça m'a fait hurler. Et sincèrement, Léon Marchand qui remonte sur le 200 mètres, je crois que c'était Papillon, alors qu'il est derrière et qu'on commence à voir, et pour tout autant qu'on puisse entendre des critiques sur la réal de temps en temps, autant à la natation ça a été un 10 sur 10 total. On voit la remontée sur le côté quand ils sont sous l'eau, des fois la caméra de dessus. Sincèrement, on peut être critique sur la réalisation de temps en temps, mais sur cette course là ça a été mené au poil et non, vraiment magnifique. Et pour en revenir un petit peu sur ton parcours et sur toi, je voulais donner une date. Je voulais juste donner une date. Ça peut paraître très étrange, mais je pense que tu vois où je veux revenir. Fais-moi rêver.
c'est celle du 11 septembre 2001. Ouais. Pour toi, ça a été un déclic personnel. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, c'est marrant parce que je ne m'attendais pas à cette date. Alors, c'est évidemment en septembre 2001, c'est des événements tragiques, on le sait. Hein, voilà, c'est les attentats du 11 septembre. Et en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? J'habite aux États-Unis. Donc, j'habite aux États-Unis à Orlando, pas loin de Miami, en Floride, avec justement ma famille. Et en fait, à ce moment-là, on était plus ou moins voués à rester là-bas. Mon père y travaillait, on avait une situation plutôt correcte, un appartement, on était plus ou moins bien intégré. Moi, je commençais depuis quelques mois à avoir des cours d'anglais. Qui te servent Zach aujourd'hui. américain. Et en fait, disons que, et je vais pas être dans le storytelling abusé, mais disons qu'en fait, le fait que cet événement-là ait créé une certaine hostilité envers notre famille dans le quartier et la résidence où on était, on a commencé à recevoir des lettres anonymes, des machins, des trucs. Quelle origine, toi, Zach? Marocain. T'es marocain. Ça a été l'un des facteurs qui a fait qu'on a quitté le pays et qu'on est revenu s'installer en France, sachant que je suis né en France, moi. Mais sinon, en fait, dans un monde parallèle, s'il n'y avait pas eu ça, bah, j'aurais peut-être grandi et vécu aux États-Unis et j'aurais peut-être été Zach, mais américain plutôt. Enfin, d'origine marocain. Marocain-américain. Ouais. Américano-marocain, exactement, au lieu de franco-marocain. Et donc, du coup, c'est vrai que des fois, je me pose la question de qu'est-ce que ça aurait fait si j'avais continué à grandir là-bas, si j'avais fait l'école là-bas, si j'avais... Peut-être que ça serait bien passé, peut-être moins bien. Peut-être que tu commenterais les JO sur NBC. Peut-être, hein, c'est bon, jamais. Ou alors peut-être que je serais en vrai. galère ou autre, tu vois, on sait pas. Mais c'est vrai que c'est toujours cette question de qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais grandi là-bas. Et donc, quand tu parles de racisme là-bas, est-ce que tu as des exemples un peu précis à nous donner? Alors, parce qu'après cet événement-là, donc tu dis que tu as vécu du racisme là-bas. Moi, à ce moment-là, j'ai 6 ans. Tu as 6 ans, oui, donc tes parents. 6 ans, moi, j'ai rien de marquant. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est plutôt une atmosphère. C'est-à-dire que moi, c'est ce que mes parents me racontaient. Et comme je précise, c'est l'un des facteurs, c'est pas le seul, d'accord? Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs facteurs à ce moment-là, familiaux. En fait, on avait des amis. Parce que tu es dans une résidence, en général, quand tu t'entends bien avec tes voisins, machin. Bah, les voisins, d'un coup, ils disent plus bonjour. D'un coup, ça te reluque de haut en bas. D'un coup, dans la boîte aux lettres, il y a des courriers anonymes. Rentrez chez vous. Barrez-vous, enfin des trucs comme ça, quoi. Et à ce moment-là, bah, effectivement, disons que ça te fait doucement sentir on est peut-être plus trop les bienvenus. Et entre ça et d'autres facteurs, que ce soit économique ou autre, on s'est dit, peut-être pas rester. Peut-être pas faire du vieux. Par exemple, j'ai d'autres personnes de ma famille qui sont restées et qui vivent encore aux États-Unis actuellement. Tu vois. Ok. Et donc, toi, ensuite, tu as vécu dans plusieurs pays. Tu as vécu au Maroc. Ouais. Tu as vécu en Allemagne aussi, je crois. Ouais, j'ai vécu en Allemagne quelques mois. Ouais. Qu'est-ce que tu en gardes en Estonie aussi? Qu'est-ce que tu gardes de tous ces pays-là aujourd'hui? Alors, c'est lequel peut-être ton préféré, celui où vraiment vivre, ça t'a exalté, ça t'a fait kiffer? C'est dans le mot exalté. Franchement, l'Allemagne, c'était dans le cadre justement de mes études, donc je suis resté quelques mois, c'était sympathique, mais je me verrais pas vivre là-bas à long terme. Sincèrement, le pays où j'ai préféré, alors je pourrais pas dire vivre parce que j'y ai passé aussi que l'équivalent de plusieurs semaines en continu, mais ouais, le Japon. Ouais. Le Japon, ouais. Ah, le Japon, c'était légendaire. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait kiffer là-bas? La culture, les gens, la vie, le mood global, en fait. Vraiment, faut y aller, il faut le vivre pour le comprendre. Au-delà de Tokyo, en plus, parce que j'ai pas seulement fait Tokyo, tu vois. Et en fait, avant d'aller au Japon, c'est ce que je racontais. Il y a des personnes, elles te disent qu'elles y sont allées 5 fois les 15 dernières années, et tu dis, mais pourquoi tu retournes à chaque fois? C'est bon, tu l'as fait, non? Et en fait, quand tu y vas, tu comprends pourquoi, du coup, les gens, ils y retournent plusieurs fois, parce que c'est tellement un pays immense avec une telle culture que c'est absolument incroyable. Mais sinon, en vrai, le Maroc, c'est un pays, moi, qui me tient à cœur, parce que j'y ai vécu plusieurs fois, que ce soit quand j'ai été jeune, ou alors, même plus récemment, j'ai eu la chance d'y retourner plusieurs fois. C'est un pays où j'aimerais bien revivre à des moments dans ma vie. Et donc, ouais, le Maroc, très très fort. Et notamment la ville de Tanger, qui me plaît beaucoup, beaucoup. Peut-être pour donner une idée à des ados qui nous regardent, toi, t'étais comment à l'école? Non, mais pas de souci. Je réponds à la question. J'ai fait un Master 2, donc j'ai fait un Master. Mais t'en gardes un bon souvenir, je veux dire, de l'école globalement? Bah, justement, je vais t'en parler. En fait, j'étais un élève bon jusqu'au lycée. J'ai redoublé ma seconde. Dans la mesure où en fait je suis arrivé en seconde dans un contexte en 2010, donc 2009-2010. 2010, qui dit 2010 dit réforme des retraites. Qui dit réforme des retraites manifesté, je crois. dit manifestation et consorts. Qui dit blocus et manifestation dit 2 mois de cours ratés en début d'année. Disons que ça m'a conditionné à rater le reste avec également un manque de sérieux. Je me sors pas d'excuses. J'ai manqué de sérieux. Le passage en seconde, ça a été particulier. Après, derrière, ouais, j'ai fait tout mon lycée, Martinière-Montplaisir, la Cassagne. Donc voilà, je cite à Lyon.
Et puis après, derrière, une école de commerce, ni trop bonne, ni trop mauvaise. C'est correct, l'INSEC, voilà, INSEC Lyon. Mais globalement, tu te dis que tu étais plutôt un élève scolaire ou Alors, c'est vrai que j'ai failli oublier le but de la question. J'étais un élève, on va dire, qui se reposait sur ses acquis jusqu'au lycée et qui après, derrière, travaillait sur les périodes où il fallait. Ça fait le taf, ça va. Ouais. Donc, ça m'a suffi pour passer, grosso modo, sur absolument tout ce que j'avais à faire. À part justement la seconde où j'ai redoublé et un semestre à la fin de mes études où j'avais été pas très sérieux en Erasmus, je vais pas mentir, et donc du coup j'avais dû faire un semestre de rattrapage. Donc un semestre de rattrapage. Sinon au global toujours eu 11, 12, 10, 11, 12, 10, 13, 13, 12, 11, ce qui fait que tu passes, c'est jamais excellent, c'est jamais pourri. Et peut-être sur ton parcours de créateur, de streamer, d'intervieweur, il me semble que tu as commencé, toi, les jeux vidéo en 4e. Comment t'en es venu au stream? Comment t'as articulé les deux? Ouais, alors j'ai commencé les jeux vidéo même plus jeune. Ouais. Genre Pokémon et tout ça, machin, quand j'étais gamin sur la Game Boy. Donc j'ai commencé très très jeune aux jeux vidéo. Et après, derrière, la 4e, c'est Call of Duty que j'ai commencé, qui a été un jeu qui m'a un petit peu changé effectivement beaucoup de choses, parce qu'après, j'étais joueur compétitif sur Call of Duty et tout. Et donc, comment est-ce que j'ai commencé à streamer? C'est simple, j'avais 17 ans, j'étais joueur compétitif sur Call of Duty, donc c'est-à-dire que je faisais des tournois dans toute la France et parfois en Europe. J'ai pu aller à Londres, à Amsterdam, dans plein de villes. Et en gros, à l'époque, c'était le début justement du fait de rediffuser ce que tu fais. Ouais. Donc du coup, on commençait à avoir le matériel, les connaissances nécessaires pour pouvoir le faire, et un premier public. Parce qu'en tant que pas créateur de contenu, mais joueur compétitif, on avait déjà un premier suivi, parce que la scène était très suivie, notamment parce qu'elle avait été mise en lumière par Gotaga, Corentin, qui est devenu ce qui est devenu. Donc en fait, j'ai commencé à rediffuser ça, parce qu'à l'époque, j'avais une connexion nécessaire pour le matériel, et donc ça a été la première base de suivi. C'est quoi ton jeu préféré? Le jeu sur lequel j'ai pu jouer, c'est Call of Duty. C'est très loin. C'est quoi le jeu que tu détestes? Vraiment le truc qu'on te dit, tu joues, tu fais ah non, flemme, franchement, pas envie. les jeux façon Diablo, tu vois, les trucs comme ça, là, les jeux de nerdos vraiment vénères comme ça, genre, c'est pas mon truc. C'est quoi le jeu de ton enfance? Pokémon. Non, Pokémon, moi, c'est la licence de ma vie. Pokémon. Ouais. Le jeu que tu voudrais tester à tout prix, le jeu que tu veux tester là. Tu te dis, j'ai pas envie d'être là, j'ai juste envie de le tester là. Et tu sais quoi, Black Ops 6, voilà. Et vu qu'il va sortir bientôt, c'est un jeu que là, en ce moment, c'est le jeu que j'ai envie de tester. Comment toi, en tant que créateur, t'es passé de jeux vidéo, tu continues aussi à en parler beaucoup, à peut-être des interviews de personnalités comme Robert Pires? Comment toi, tu réussis à articuler les deux? En fait, ça a été un travail au long cours parce qu'à partir de 2017, Call of Duty est passé au second plan dans la mesure où en fait les licences commençaient à être de moins en moins bien, donc à générer de moins en moins de suivi et de moins en moins de vues. Et en fait, ça, quand on analyse ma carrière, c'est une période que les gens ne savent pas, ou en tout cas ne regardent pas trop, parce que en fait, les gens ils regardent toujours quand ça fonctionne, mais pas le chemin qui a mené à ce que ça fonctionne. Et en fait, moi, à la base, j'étais créateur de contenu Call of Duty, donc 2015-2016, je faisais beaucoup de vidéos sur Black Ops 3, etc. Ça marchait très bien, j'avais beaucoup de statistiques. J'avais des vidéos à 100 000 vues, 150 000 vues, ça fonctionnait bien. Tu regardes beaucoup les stats, toi? En fait, quand tu es créateur de contenu, vu que c'est corrélé à ton revenu, oui, plus ou moins, au bout d'un moment, tu es obligé de savoir et de regarder tes stats pour savoir qu'est-ce que tu vas manger à la fin du mois. Et donc, à ce moment-là, ça, puis ensuite sortent des licences qui ont moins plu, Infinite Warfare notamment, et puis après derrière les World War 2 et tout. Et en fait, à ce moment-là, je suis à la fin de mes études aussi, et mes vidéos font de moins en moins de vues. Et ouais, j'ai vécu ce passage-là jusqu'à avoir des vidéos, des stats qui se divisent par 2, par 3, par 4. Et donc à ce moment-là, t'es là, bon. Peut-être réorienter Qu'est-ce qu'on fait? Et donc c'est à ce moment-là où je suis rentré avec Lipsia et où j'ai pu lancer Zach en libre, donc du coup mon interview, mon talk show d'interview, où j'ai commencé à recevoir des personnalités, d'abord sur des web TV. Et puis ensuite, à la fin, sur mes réseaux, à partir de 2021, ouais. Et sur cette période, 2017-2018 et tout ça, c'est là où j'ai commencé à réorienter mon contenu, à plus faire du Call of Duty et à intégrer des choses différentes. Mais j'ai passé des mois où je perdais des abonnés sur YouTube. Genre, j'étais en négatif. Genre des mois où je faisais de moins en moins de vues, où ça commençait à être un petit peu tendu. Mais en fait, c'est une période qui était nécessaire, où j'ai dû manger mon pain noir pour, en gros, me décoller de Call of Duty et trouver d'autres centres d'intérêt pour ensuite pouvoir continuer entre ceux qui continuent à me suivre pour la personnalité et ceux qui me découvrent pour autre chose. Et comment t'en es venu à l'interview?
Comment tu t'es dit, tiens, c'est ce genre de format-là qui pourrait peut-être relancer mon nombre d'abonnés ou... En fait, j'ai pas pensé au nombre d'abonnés parce qu'en fait, quand je lance, c'est en 2017 chez Eclipsia. Chez Eclipsia, à ce moment-là, je suis encore à peu près OK. Donc ça va, c'est pas la crise des stats. C'est vraiment en 2018, c'est difficile. Et en fait, en 2017, Eclipsia me disent on a une TV1, c'est une TV généraliste où il n'y a pas de League of Legends dessus parce qu'Eclipsia, c'était très League of Legends. Et ils me disent t'as 1 heure, tu fais ce que tu veux. Et du coup, je dis OK, j'ai 1 heure, je fais ce que je veux. Qu'est-ce que je peux faire? C'est une interview. Exactement. En fait, même plus que des interviews, en fait, moi, l'idée, j'avais 22 ans et je me disais, ouais, quand je regarde des interviews, c'est toujours très creux. Toujours des questions très généralistes. Ça va? Oui, ok. Et puis, en fait, je me dis, l'intervieweur, on pourrait limite très souvent le remplacer par une voix automatique qui pose des questions, ça reviendrait au même. Donc, moi, je m'étais dit, bah, tu sais quoi, je vais plutôt faire l'interview, mais en faisant des recherches plus poussées sur la personne pour, du coup, essayer d'arriver sur des questions plus poussées. Après, quand je regarde mes premières, elles n'étaient pas très bien menées. Des fois, je coupais la parole. J'avais beaucoup d'engouement. C'était vraiment pas parfait. Mais après quelques années, c'est toujours pas parfait. Mais c'est mieux, tu vois. Et j'apprends justement au fur et à mesure de l'expérience. Mais à la base, quand je lance ça, c'est vraiment parce qu'on m'a donné un créneau d'1 heure. On m'a dit, tu veux faire quoi? Est-ce que tu peux nous parler de la case d'Allery? Ouais. Parce que du coup, tu t'es un peu diversifié. Comment toi, tu gères ça? Comment t'en es venu à ça et comment tu gères ça? Alors, depuis 2018-19, justement, un des trucs que j'ai fait pour diversifier mon contenu, c'était des vidéos autour de la food. Donc, de la street food, la nourriture, etc. Si on veut éviter trop les anglicismes. Et donc, du coup, au début, c'était des vidéos où je cuisinais moi-même et souvent en duo avec Joël, mon ami. Et donc, du coup, on a fait des vidéos, on allait dans des restos, on cuisinait des pizzas, on a cuisiné des tacos. Donc on est allé à la Marinade. Lyonnais. Ouais, on est à la Marinade. À ce moment-là, la Marinade, ça avait un petit nom à l'échelle de Lyon, mais ça a explosé. Et en fait, on y est arrivé, on a fait une vidéo, la vidéo a explosé. Donc indirectement, on y a aussi contribué. Et après, on a fait d'autres vidéos dans ce style. Puis ensuite, au fur et à mesure, on s'est dit, bon, c'est bien les vidéos où on cuisine nous-mêmes. Mais si on va aussi tester les trucs, ça marche plutôt bien. Level up, quoi. Voilà, et donc en fait, on a aussi testé en essayant d'y aller un peu différemment que les vidéos, des fois en 2016, dégustation, où c'était des fois un peu... Je dis pas que ce qu'on fait maintenant, c'est bien mieux, hein, tu sais, je vais pas prendre de haut ou quoi, mais des fois, c'était un peu brut de décoffrage, quoi. C'était, oh, alors, on va tester un tacos. Et voilà, là, on essaye d'apporter un peu de profondeur, un petit peu de... Voilà. Et donc, du coup, ben, en rajoutant cette corde à mon arc, j'ai pu aussi exprimer un truc, c'est que moi, je pense que ça se voit, et surtout ça se voyait parce que depuis, j'ai un peu perdu du poids, mais j'aimais beaucoup la street food. Mais quand je parle de street food, c'était d'abord celle à l'échelle de Lyon, donc... tacos et pizzas boisées, et puis après, en tant que Marocain d'origine, exactement, les msemen, la street food qu'on trouve au Maroc et ailleurs. Et puis ensuite, j'ai voyagé. J'ai beaucoup voyagé. Agrémenté ça de plein d'autres... Et ben voilà. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de tester de la street food du monde entier. Portugal, Japon, Europe centrale, États-Unis, Canada, bref. Et donc, du coup, j'ai découvert beaucoup de choses. Et en fait, au fur et à mesure, ça m'a permis de faire des vidéos, puis et d'exprimer aussi un petit peu cette passion pour un peu la street food d'ici et d'ailleurs. Et après, derrière, cette passion s'est aussi exprimée vis-à-vis d'une marque, donc du coup, la Case d'Allery, où je me suis associé avec des personnes qui, du coup, m'ont proposé de monter ça avec un premier franchisé et de faire des recettes. Donc, du coup, dans un msemen, le msemen, c'est un pain traditionnel qu'on retrouve au Maroc, qu'on peut retrouver également en Algérie et dans tout le Maghreb, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Je sais qu'après ils vont se taper de ça vient d'ici, ça vient d'ici. Franchement, à la fin, voilà. Le débat sans fin, purée. Mais alors, voilà, c'est fait avec de la semoule, etc. Après, il y a de l'huile, c'est très très fort. C'est nourrissant. Exactement, c'est très nourrissant. Et donc, du coup, on a fait des sandwichs dedans. Et donc, c'est pas le truc le plus révolutionnaire parce qu'on n'en assume pas du tout la paternité, ça existait déjà. Voilà, le msemen, même c'était très souvent fourré à l'intérieur, juste c'était pas très répandu par contre. Contrairement au sempiternel qu'on a vu réinventer dans tous les sens, burger, qui est toujours aussi génial, ça dit en passant. On a parlé du côté interview, du côté homme d'affaires, businessman, Zach Nani. T'es devenu une figure majeure du Twitch français, du monde des créateurs de contenu. Est-ce que tu participes aux The Event cette année? Non. Tu participes aux The Event cette année? Pas du tout. Ok. Pourquoi Parce qu'on m'a pas invité. On t'a pas invité. Mais il n'y a aucun mal à ça. Moi, le The Event, c'est un event que j'adore suivre. J'aime beaucoup Zerator. Il est déjà venu 2 fois dans un corps libre. Je m'entends super bien avec lui. J'ai déjà eu la chance d'y participer en 2019. Ça s'était super bien passé. Après, derrière, il fait sa liste d'invités ou pas. Il n'y a aucun problème. Moi, je serai devant mon écran. J'ai retweeté l'annonce. Je donnerai des sous. Et puis, s'il veut faire appel à moi, je viens. S'il pense que dans sa liste, c'est déjà assez complet, aucun souci. Donc, moi, je soutiens toujours The Event. Je sais que chaque année, il y avait toujours ouais, pourquoi il n'y a pas un tel, ouais, pourquoi machin, des petites polémiques, des trucs. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai vu l'event naître depuis 2017-2018, au tout début dans un garage, et ensuite devenir le monstre que ça a été. J'ai eu la chance d'y participer une fois. Si un jour on a besoin de moi, je répondrai présent. Et puis c'est tout.
C'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est quoi le goal ultime? Est-ce que tu as même un goal ultime ou tu te dis je fais des trucs qui me font kiffer et je vois après? En fait, déjà, mon but, c'est d'être heureux et épanoui dans la vie. Et après, sorti de ça, à terme, en fait, c'est de réussir à trouver un équilibre et plus sain. Parce qu'en fait, actuellement, depuis 2-3 ans, je grind beaucoup avec tout ce que tu viens d'expliquer. Et parce que, en fait, je me dis, c'est le moment où je peux le faire. Voilà, j'ai 29 ans, 28 ans, 30 ans, 27. S'il y a un moment où je peux poncer, c'est maintenant. C'est maintenant. Mais je sais que je pourrais pas tenir un rythme de vie comme ça. Et tout en disant ça, je n'essaye pas de dire oh, regardez comment je suis busy. Pas le temps. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, les gens qui bossent vraiment très dur, c'est ceux qui ont des métiers beaucoup plus compliqués que les nôtres. Que ce soit les métiers manuels, les métiers où la difficulté est un cran encore au-dessus. Nous, on a de la chance de faire ce qu'on fait. Juste, je tiens à apporter cette précision tout en disant qu'actuellement, j'ai quand même un rythme de vie très élevé qui, je pense, n'est pas très sain au long terme et c'est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir au long terme. Donc, je tiens ce objectif d'âge, quoi. Voilà, tu dis à tel âge, voilà, je ralentis. Je tiens ça pendant 2-3 ans. Et puis après, je pense que je calmerai. Et à terme, mon but, de toute façon, c'est d'être derrière la caméra, c'est-à-dire de plus forcément être une personnalité, mais par contre, de faire de la stratégie. Et donc, c'est-à-dire de pouvoir, pour le compte de marques, de personnalités ou autres, ou de chaînes ou autres, pouvoir justement appliquer toutes les connaissances que j'ai de 10 ans de création de contenu, mais pour des organismes, on va dire, qui ne sont pas les miens. Et ça, c'est déjà quelque chose que je fais un petit peu en fil rouge à côté. J'aide déjà des entités sur ça, et ça fonctionne plutôt bien, et c'est un truc que j'aime bien faire. Et donc voilà, dire, moi je pense que je connais les réseaux sociaux, je pense que je sais ce qui fonctionne dessus, je pense que je sais qu'est-ce qui marche et comment le faire en fait. Constituer une équipe, les former, leur expliquer ça. Et ça, c'est peut-être un rôle que je me vois avoir un peu plus tard dans un cadre de job plus classique. Tu vois, okay. À 9h-17h, mes week-ends. À 9h-17h, oui. Non, mais 9h, oui. Une journée bordée, quoi. Voilà, une journée bordée. Pas un travail comme maintenant où il n'y a pas de différence entre lundi et dimanche. Tu vois. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Zach. Merci beaucoup d'être venu dans C'est quoi l'info. Si vous nous découvrez, n'hésitez pas à nous suivre. On se retrouve très vite pour un nouveau C'est quoi l'info. Salut. Merci. Salut tout le monde. Salut.